Salut et bienvenue sur École Très Facile. Alors une fois de plus, on se retrouve pour parler de physique, toujours dans les applications de loi de Newton, mais cette fois à travers un exercice particulier, le pendule conique. Alors sans plus tarder, intéressons-nous à l'énoncé. Là, on a le schéma du pendule conique qu'on aura le temps d'expliquer, bien sûr. Et là, on nous pose comme question, premièrement, de donner l'expression de l'intensité T de la tension du fil. Bien sûr, on verra. À la deuxième question, de donner l'angle d'inclinaison θ du fil par rapport à la verticale. Une inclinaison par rapport à la verticale, ça a un sens. Et enfin, à la dernière question, on nous demande de montrer que le fil ne peut s'écarter de sa position d'équilibre que si sa vitesse angulaire oméga est supérieure à une valeur oméga 0 que l'on déterminera. Alors, on va poursuivre par une explication très brève de la situation. Effectivement, là, il s'agit d'un pendule conique. Pendule, pourquoi? Il s'agit d'un pendule parce que là, on a un fil, on a une masse ponctuelle là. Tout système où il y a un fil inextensible et une masse ponctuelle est un pendule. Maintenant, ce pendule, c'est d'abord un pendule, on l'a vu. Ce pendule est conique parce que le mouvement semble générer un cône. Là, au départ, on avait notre fil qui était là, à la position verticale, sans problème. Et vous pouvez constater que là, en bas, on a adapté un moteur. Et c'est ce moteur qui va créer le mouvement. Et son mouvement aura pour conséquence d'écarter d'abord le fil d'un certain angle θ par rapport à la verticale et de générer un mouvement circulaire dans le plan horizontal. Donc la situation est là très simple. Là, effectivement, on a un pendule, mais non pas un pendule qui fait les oscillations comme dans la tête de certaines personnes, mais un pendule qui fait un mouvement circulaire dans un plan horizontal. Et bien sûr, à cause de l'inclinaison et de ce mouvement circulaire, on a l'impression de construire un cône, d'où le nom pendule conique. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer la résolution. Alors là, à la première question, on nous demande de donner l'expression de l'intensité T de la tension du fil. Il faudrait d'abord qu'on s'accorde. Effectivement, ce fil est tendu. Tendu par quoi? Par une masse. Parce que là, on peut constater qu'il y a une masse en bout là, à la borne inférieure. Et puisqu'il y a une masse, même si ce fil est incliné, que ce soit à la position verticale ou à la position inclinée, dans ce fil, il existe une tension. Donc cette question a un sens. Effectivement, il existe une tension, mais une tension qui n'est non point verticale comme on a l'habitude de voir, mais une tension qui est inclinée. Bien sûr, la masse ayant une masse dans un champ gravitationnel, on a son poids. Donc dans cette situation, on n'a que deux forces extérieures. Heureusement pour nous, on a le poids qui est vertical, malgré que le fil soit incliné. Et on a la tension du fil, parce que dans le fil, il y a une tension, on l'a dit, et une tension qui est inclinée. Alors, sans plus tarder, premièrement, expression de la tension T. Proposons-nous ça, on décide d'appliquer le TCI, le théorème du centre d'inertie, la deuxième loi de Newton. C'est possible, on peut l'appliquer dans tout système, que le pendule soit conique ou quoi que ce soit. Alors, par application du TCI, théorème du centre d'inertie, rappelons la formulation, voilà, on applique déjà les lois de Newton, application des lois de Newton sur notre mouvement. Alors là, on a somme de toutes les forces extérieures, bien sûr, les forces extérieures qui nous intéressent, égale à MEA. Et là, c'est une expression vectorielle. Je traduis dans notre situation. Ça, c'est de manière générale. Dans notre situation, quelles sont les forces extérieures? On a le poids. Je rappelle que ça reste une expression vectorielle. Plus la tension. Ce sont ces forces qu'on a détectées égale à MA. Bien sûr, avec ME qui est la masse. Bien sûr, le fil n'a pas de masse. C'est un fil, on néglige la masse et un fil inextensible. Ce sont les hypothèses simplificatrices. Alors, on a P plus T égale à MA. Rappelons qu'on veut l'expression de la tension. On peut d'ailleurs s'estimer heureux parce que dans cette relation, dans ce théorème, dans cette loi, on a effectivement notre force que l'on cherche. Mais malheureusement, cette force est impliquée en grandeur vectorielle. Donc, on a moins de choses à faire, c'est me débarrasser de l'expression vectorielle pour avoir les valeurs, les intensités, et on va procéder par une projection. Donc, on a là, par projection, là, le but de se débarrasser des vecteurs. Et maintenant, là, ça devient un peu délicat
Parce que non seulement on connaît d'abord qu'il faut procéder par une projection pour se débarrasser des vecteurs afin d'avoir l'intensité, non pour la grandeur vectorielle de notre tension, mais malheureusement là, il faut choisir un repère bien précis. Il faut faire les projections et les projections se font dans un repère bien précis. Et maintenant là, quel est le repère adéquat pour notre étude? Vous le savez certainement. Pour tout mouvement circulaire, de manière générale, il est préférable de faire les projections de force dans un repère particulier appelé le repère de Fresnel. Donc ça veut dire que ça c'est une projection pas comme les autres, mais dans un repère de Fresnel. Dans Fresnel. Donc le repère de Fresnel, c'est le repère approprié, le repère adéquat pour faire les projections lorsque les mouvements sont circulaires. Et effectivement, on peut constater que le mouvement de mon pendule est circulaire, bien sûr, dans un plan horizontal. Alors, dans mon repère de Fresnel, je définis les bases parce que dans un repère, il faut définir les axes. Maintenant, par définition, le repère de Fresnel est défini comment? On le connaît tous. Il y a d'abord un axe normal. L'axe normal est l'axe dirigé vers le centre de rotation. Parce que bien sûr, si on applique Fresnel, ça veut dire que c'est un mouvement circulaire. Étant un mouvement circulaire, ça veut dire qu'il y a un centre de rotation. Le centre du cercle. Bien sûr, on aura un repère qui est dirigé vers le centre, qui sera l'axe normal, bien sûr, un axe. Un autre axe qui sera toujours dans le même plan, tangent à l'axe normal, qui sera l'axe tangentiel, et on aura un axe perpendiculaire aux deux axes, qui sera le dernier axe. Donc, c'est-à-dire, pour notre cas, pour notre étude, on va définir notre repère de Fresnel. On va définir comme ceci, N et tau. Bien sûr, on va faire une étude, une projection dans le plan parce que dans ce plan, on se rend compte qu'on aura juste besoin de deux axes. Un axe qui sera l'axe normal dirigé vers le centre et un autre axe qui sera vertical. Attention, ici on n'aura pas besoin de travailler avec l'axe tangentiel parce que pour cette position-ci, l'axe tangentiel pèse sur le tableau, l'axe normal part comme ça et enfin le troisième axe, puisqu'il faut trois axes, nous sommes dans l'espace, est montant. Ainsi, je m'intéresse à l'axe normal, on voit, on aura besoin, non point l'axe tangentiel, puisque ça pèse sur le tableau et mes forces sont engagées dans le plan du tableau, mais je vais prendre plutôt le dernier axe qu'on n'a pas l'habitude de manipuler, j'ai désigné tau. Ainsi, je vais très vite faire la représentation de mes forces dans le repère afin que ma projection soit évidente. Alors, sans plus tarder, là, voici la situation. Là, j'ai le poids. Malheureusement, ma tension n'est pas verticale comme le poids, mais ma tension est inclinée. Là, j'ai ma tension T, vous pourrez constater. Et là, je définis mon repère de Fresnel, qui est un repère choisi avec soin. Bien sûr, avec l'axe normal qui est dirigé, orienté pour ici vers le centre. Donc, pour ça qu'on parle de centripète. Donc, ça veut dire que mon axe normal que je décide d'appeler N est comme ceci. Et l'autre axe que je décide d'appeler tau est comme ceci. Alors, voilà mon repère de Fresnel. Très simple. J'ai mon vecteur P là et mon vecteur T. Bien sûr, la tension qui est inclinée. Et inclinée d'un angle θ. Bien sûr, avec θ qui se retrouve encore là. Vous pourrez constater. Et ce même θ se retrouve également là. Alors, très très vite, on rappelle P plus T égale à MA. P plus T égale à MA. Là, puisque j'ai défini mon repère, je peux directement passer à la projection. Donc, ça veut dire P, je remets P, il s'agit de P. Les coordonnées de P, conformément à ce repère tel que j'ai défini, en commençant par l'axe normal, je pouvais décider de commencer plutôt par cet axe-ci. Là, c'est arbitraire. Je décide de repérer les coordonnées en commençant par cet axe normal dans ce repère qui est choisi avec soin. Je précise. Donc, on se rend compte que P n'a aucune composante sur la direction horizontale ou normale, si vous voulez, pour cette position. Ça sera la 0. Et pour cet axe-ci, c'est dirigé vers le bas et c'est totalement dirigé vers le bas, qui est donc moins P. Vous pourrez constater. Et ensuite, T, le vecteur T, qui n'est pas contenu totalement sur un axe comme le poids, mais qui est incliné donc à une composante suivante N et à une composante suivante tau. Et suivant N, ça a une composante dirigée dans le sens positif de N, on peut constater, et c'est le, regardons, c'est le côté opposé. Donc ça sera T sinus θ. Bien sûr, ça part dans le sens positif. Et ceci, également dans le sens positif, ça sera T cosinus θ. Voilà. Et bien sûr, n'oublions pas notre vecteur accélération. Puisque je suis dans le repère de Fresnel,
le vecteur accélération aura pour composante, suivant l'axe n, ça sera AN, appelé l'accélération normale. Parce que dans le repère de Freinet, c'est un repère particulier où on sait dans chaque axe l'expression de l'accélération. Sur l'axe normal, petit n, l'accélération est l'accélération normale. Sur l'axe tangentiel qu'on n'a pas vu ici, mais qui existe, l'accélération est l'accélération tangentielle. Et enfin, sur cet autre axe, puisque mon mouvement est totalement dans le plan horizontal, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération sur la verticale. Donc l'accélération dans cette direction-ci, une direction qui existe, mais malheureusement l'accélération dans cette direction est zéro. Finalement, j'ai l'accélération normale, j'ai l'accélération qui est contenue seulement sur la normale et qui vaut 0 dans l'autre composante. Et là, puisque j'ai les coordonnées, je peux directement, j'ai P plus T égale à MA, ça veut dire que j'ai quoi? La composante suivant la normale de P plus la composante suivant la normale de T sinus θ égale à, n'oublions pas qu'il y a d'abord ME et la composante de l'accélération qui est l'accélération normale. Mettons d'abord tout simplement comme ça AN, on verra quelle est son expression. Et enfin sur l'autre axe, j'ai moins T plus T cosinus θ égale à 0. Ainsi, j'ai là 1 et j'ai là 2. Heureusement, comme il était prévu, ma projection m'a donné deux équations, un système de 10 équations traduisant la situation sur chaque axe. Sur l'axe normal et sur un axe toujours dans le repère de Freinet et qui est perpendiculaire. Je rappelle, on n'a pas besoin de l'axe tangentiel. Alors là, je peux décider de prendre, puisque n'oublions pas que je veux T. Je prends la première relation qui me donne ceci. T sinus θ égale à MAN. Bien sûr, je me rappelle encore l'accélération normale. Oh, puisque mon mouvement est circulaire, et c'est même grâce à ça qu'on a fait appel plutôt à un repère de Freinet, un repère précis. Donc, il y a une accélération normale, et par définition, l'accélération normale est la vitesse au carré divisé par le rayon de ce cercle, bien sûr. C'est normal qu'on parle du rayon là, qui n'est pas la longueur du fil. Attention, voici le rayon de mon cercle que le système décrit sur l'horizontale. Et encore V carré sur R, je peux décider de voir l'accélération normale comme ceci. Je peux aussi décider de voir l'accélération normale comme R oméga carré. Bien sûr, parce que V carré sur R, c'est encore R oméga carré. Donc on retient quoi? Que l'accélération normale peut encore être V carré sur R, peut encore être R oméga carré. Mais il est préférable de prendre pour l'accélération normale R oméga carré parce qu'il s'agit d'un mouvement circulaire. Donc toutes les grandeurs qui seront repérées ici, il est préférable de repérer angulaire. Donc vitesse, la vitesse qui va nous intéresser véritablement, c'est la vitesse angulaire. L'accélération qui va nous intéresser véritablement, accélération angulaire. La position qui va nous intéresser véritablement, position angulaire. Donc là, je décide, puisque l'accélération normale est toujours V carré sur R, mais pour ce cas, j'ai décidé de prendre R oméga carré. On comprend pourquoi, parce que nous sommes dans le circulaire. Donc on aura T sinus θ égale à M R oméga carré. Bien sûr, là j'ai T, je me suis débarrassé des vecteurs, c'était prévu dès le départ. Et là, il me suffit tout simplement de tirer T que je veux, qui est M R oméga carré, le tout divisé par sinus θ. Je décide d'abord de souligner ça. Je peux me limiter là parce que j'ai eu T. Mais il ne suffit pas simplement de déterminer T. J'ai déterminé T en fonction de quoi? J'ai déterminé T en fonction de R. R n'est pas fixe. R a cette valeur, c'est ce plan. Si c'est que θ s'écarte encore un peu, R va changer de valeur. Donc voilà l'expression de T. Mais je ne peux pas me limiter là parce que cette expression de T ne me renseigne pas véritablement ce que je veux. Je peux encore arranger. R, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. R dépend de θ. θ également, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Ça dépend. Peut-être que le moteur a décidé d'écarter le système, peut-être que de 10 degrés. Ça pouvait décider d'écarter de 20 degrés. Jusque-là, ce n'est pas encore bien. On peut se limiter là, c'est vrai. Mais allons encore jusqu'au bout. Et maintenant, quand on prend du recul, on se rend compte que là, si on construit très vite un triangle rectangle là, très vite, je vais mettre là, ne nous perdons pas. On se rend compte là que R, qui est le côté opposé, est l'hypoténuse qui est L sinus θ. Et là, on peut se rendre compte que R c'est sinus θ, R qui varie, θ qui varie, mais R c'est sinus θ donne une même valeur qui est L. Donc, je peux encore revenir là. Si je peux arranger, pourquoi pas? Je reviens encore là. J'arrange, j'aurai finalement T égale à ME, bien sûr, avec R c'est sinus θ qui vaut L oméga carré.
Voilà l'expression de T. Bien sûr, on aurait peut-être dû dire exprimer T en fonction de M, L ou oméga. Mais si on avait demandé exprimer T en fonction de M, R, oméga, sinus, θ, voilà l'expression. Et là, vraiment, c'était simple. D'abord, on s'accorde que là, effectivement, il y a une tension. Même si le fil est incliné, enlevé de votre tête que la tension n'existe que lorsqu'on a la position verticale. Lorsqu'on a déjà adapté une masse sous un fil, cette masse va tendre ce fil, même si c'est une position inclinée. Et un fil qui est déjà tendu, il existe une tension. C'est vrai que la tension qui est là, ce n'est pas la tension comme si ce n'était pas incliné, mais il y a quand même une tension. On s'intéresse à déterminer cette tension qui est une force qu'on doit aussi caractériser. Le poids, on le connaît, c'est mg. Mais maintenant, la tension ici, il faudrait qu'on puisse la caractériser. Et on l'a caractérisée avec le TCI. On a projeté dans le repère de Fresnel. On a trouvé les correspondances. Et bien sûr, on a su choisir nos axes. Et on a su prendre la valeur de l'accélération normale qui est V carré sur R. Dans certains cas, qui est encore R oméga carré en fonction de ce que l'on cherche. C'était tout pour cette question. Où il était question pour nous de déterminer l'intensité de la tension. C'était tout pour cette vidéo. Oui, nous avons décidé de nous limiter là. On fera la suite, c'est-à-dire la deuxième et la troisième question dans les vidéos qui viendront. Donc, nous vous prions d'être scotchés, d'être attentifs à ce qui viendra. On s'intéressera ensuite dans l'angle d'inclinaison θ par rapport à la verticale parce que c'est incliné, on peut le constater. C'est une inclinaison que l'on peut manipuler. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager, de recommander à vos camarades de terminale pour qu'ils en bénéficient également. Si vous souhaitez intégrer notre groupe de physique, c'est possible. Vous pouvez laisser votre numéro en commentaire, bien sûr, avec l'indicatif de votre pays pour l'identification. Ou pour une intégration directe, vous pouvez aller dans la description de la vidéo et vous y verrez le lien d'intégration pour nos différents groupes. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, ça va de soi, d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie de la prochaine vidéo, à la sortie de la vidéo qui traitera les prochaines questions. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.